En route vers la présidentielle, l'interview sur Radio Classique et Public Sénat. Bonjour et bienvenue sur les antennes de Radio Classique et de Public Sénat. Michael Zamès, bonjour. Bonjour Guillaume. Alors avec vous ce matin, nous recevons Hervé Morin, président du Nouveau Centre et désormais candidat à l'élection présidentielle. Bonjour. C'est donc officiel depuis dimanche. Alors le moins qu'on puisse dire, c'est que cette candidature a été accueillie avec un peu de scepticisme, voire de sarcasme, dans la presse bien sûr, mais aussi parmi les responsables politiques. Jean-Louis Borloo, votre allié de l'Alliance centriste, le soir même parlait de candidature de témoignage. Ça fait un peu mal d'entendre ça, non? Oh, écoutez, peut-on demander à quelqu'un qui a renoncé d'adresser un message positif à celui qui décide de porter un projet politique? Donc c'est de l'amertume de sa part? J'en sais rien, ça n'a pas d'importance. Certains parlent même de suicide politique parmi vos proches. M. Santini, notamment du Nouveau Centre. Écoutez, on va pas passer 3 heures sur ceux qui évoquent ça, parce que ça fait... Non mais bon, ça fait partie du rite initiatique dans toute campagne électorale, dans toute campagne présidentielle. Vous avez ceux qui raillent, qui critiquent. J'observe que même chez François Hollande, où pourtant il y a eu une primaire, on ne peut pas dire qu'il y ait beaucoup d'enthousiasme chez les Fabusiens ou chez les aubristes pour s'engager dans cette campagne électorale. Si vous voulez que je réponde sur André Santini, en 2002, la candidature de Bayrou n'avait pas beaucoup plus de talent pour lui, puisque j'ai le souvenir qu'il soutenait Nicolas Sarkozy au mois de janvier 2007. Donc voilà, tout ça est dans... Et du côté de l'UMP aussi, hein, Jean-François Copé continue ses attaques. Un risque de 21 avril à l'envers, pas de dispersion de voix, encore quelques pressions de la part de l'UMP sur vous-même. Écoutez, moi ce que je sais, c'est que j'ai un projet pour le pays, j'ai une vision de la France que j'ai essayé d'exprimer dimanche. Je pense qu'il y a une famille politique qui se reconnaît à la fois dans un discours humaniste, dans un discours fédéral, dans un discours dans lequel on essaie de reconstruire la place de la France dans ce monde nouveau qui est en train d'émerger sous nos yeux. J'ai fait des propositions, j'en prends une. J'ai entendu personne sur ce sujet. Quand vous parlez de croissance et de réduction des déficits, les uns évoquent la réduction de la dépense, les autres évoquent la hausse des impôts. La réduction de la dépense publique, il y a de la marge. Mais en même temps, il y a des besoins colossaux. Quand vous allez dans une zone rurale ou quand vous allez dans les quartiers nord de Marseille où il n'y a plus de commissariat de police, où les services publics ont déserté, quand vous allez dans les zones rurales où on attend toujours le haut débit, vous voyez bien qu'il y a besoin de services publics. Quand on parle du renforcement de la lutte contre la délinquance, ça correspond là aussi à des besoins de dépenses. De l'autre, vous avez ceux qui parlent de la hausse des impôts, en sachant qu'on a déjà les prélèvements obligatoires les plus élevés d'Europe, et donc cela asphyxie l'économie et égratigne à chaque fois le pouvoir d'achat des ménages. J'en termine. Moi, je propose une troisième solution. Qu'on dise aux Français, retroussons-nous les manches, faisons un effort collectif, et cet effort collectif, c'est de travailler 37 heures par semaine au lieu de 35, c'est-à-dire de travailler à peu près autant que dans l'ensemble des pays européens. Et on ça est donne de la croissance. 37 heures payées 35. Bien entendu, parce que sinon ça n'a aucun sens. Économiquement, c'est la même chose. J'observe que les Allemands ont eu ce chemin-là au début des années 2000 pour redresser la compétitivité de leur économie. Moi, je veux bien qu'on se raconte des histoires. Quand on parle de démondialisation, la question, elle n'est pas de notre concurrent. Laissez-moi finir, ce sont des sujets lourds, c'est plus important que Santini. Quand on parle de démondialisation, on a le sentiment que la menace pour la France, c'est la Chine et l'Inde. La réalité, c'est que la menace pour la France, c'est que nous avons une balance commerciale qui est déficitaire avec tous les pays européens, ou presque. Et ce qu'il nous faut, c'est redresser notre compétitivité avec des pays qui ont les mêmes niveaux de pouvoir d'achat et les mêmes niveaux de protection sociale. Le chômage qui n'a jamais été aussi haut, une croissance en berne selon l'OCDE qui sera à 0,3. Faut-il un troisième plan de rigueur? Monsieur Barouin, ministre de l'économie, dit non. Et vous? Il faudra de toute évidence des mesures supplémentaires après les présidentielles à partir d'un projet politique. Ces mesures supplémentaires doivent être des mesures pour en effet combler. Parce qu'on voit bien que de toute façon, on sera dans le colmatage jusqu'au présidentiel et que l'objectif, c'est de tenir. C'est très clair, enfin bon, tout ce qui a été fait depuis... Tenir pourquoi? Pour le triple A uniquement? Tenir pour le triple A, bien entendu, c'est important. Et il faut, c'est-à-dire que les deux premiers plans sont justes. Les deux premiers plans sont des colmatages, ce sont des rustines sur un bateau qui doit être revu en totalité. Il y a besoin d'un immense carénage avec une nouvelle politique économique et fiscale, avec une politique fiscale
qui intègre l'idée que nous soyons dans un monde ouvert. Ça veut dire quoi concrètement? Donc, soyez précis sur votre position en matière fiscale. Et donc, en clair, il faut cesser de taxer à mort, comme on le fait, la production, et intégrer le fait que dans un monde ouvert, on doit taxer plus la consommation. Et donc par exemple, la pour TVA. moi, la baisse massive des cotisations sociales pour améliorer le pouvoir d'achat des salariés et pour la compétitivité des entreprises, et reporter cela sur ce que j'appelle la TVA emploi, qui peut d'ailleurs être combinée avec une taxe environnementale, type taxe carbone, etc. Mais pour faire en sorte qu'à chaque fois qu'on achète un produit importé, eh bien, il paye une partie de notre protection sociale. C'est ce que l'UMP appelle la TVA anti-délocalisation, par exemple. L'UMP l'appelle comme ça. La seule chose, c'est que nous, on l'a proposé depuis 2007 dans tous les débats parlementaires et que l'UMP, jusqu'à l'heure, trouvait que ça n'était pas une bonne idée. Vous avez donc l'antériorité, mais aujourd'hui, c'est la même proposition ou pas? Enfin, je ne connais pas... Écoutez, l'UMP, c'est une chose. Comme vous me l'avez fait remarquer tout à l'heure, une campagne présidentielle, c'est d'abord la candidature d'un homme. Et que cet homme s'appelle Nicolas Sarkozy. Nous verrons ce qu'il proposera fin février. Alors, pour rester sur votre projet, les 37 heures, qui est donc la position phare que vous avez mise en avant dimanche. Entre autres. Enfin, en tout cas, on peut parler d'éducation. Celle-là est forte. Concrètement, ça veut dire qu'on met fin à tout le dispositif heures supplémentaires, et ça veut dire que c'est un relèvement national de la durée de travail, ou vous remettez ça aux discussions par branche, par entreprise? Pour moi, il doit y avoir... Alors, si vous voulez qu'on rentre dans le détail, il doit y avoir deux temps. Le premier temps, c'est un effort que la nation effectue pour améliorer sa croissance. Selon mes économistes, une telle disposition améliorerait la croissance de 0,3% par an. Et Mécaniquement. On relève de 2 heures, on gagne 0,3%. 0,3% parce qu'on gagne des parts de marché. Deuxièmement, ça permet de limiter les exonérations de charges que vous avez mises en œuvre depuis 98 ou 2002, ce qu'on appelle les exofillons, etc., au titre de la compensation des 35 heures. Donc on permet en plus de faire des économies. Ça, c'est le premier temps. Puis un deuxième temps, pour moi, une révolution que j'appelle de mes voeux depuis des années. J'ai été le porte-parole contre Martine Aubry sur les 35 heures, qui est celle de considérer que le temps de travail doit en effet, après, mais ça c'est dans une nouvelle construction du rapport au travail, doit être discuté branche par branche. Mais dans un premier temps, un effort national, et cet effort national doit être accompagné de l'exemplarité de l'État et du monde politique. Hervé Morin, plus politique cette fois, la main tendue de François Hollande vers François Bayrou, cette danse du centre, comment vous l'examinez vous ce matin? Quelle est votre analyse? Je l'examine exactement comme Guillaume Tabar. Je pense que c'est un message que François Hollande a voulu adresser à ses camarades verts en disant la campagne législative, aujourd'hui, disons les choses telles qu'elles sont, les élections législatives n'ont plus de légitimité propre. Ce sont des élections qui sont subordonnées à l'élection présidentielle et qui interviennent quelques semaines après. En clair, on donne une majorité au président de la République pour lui permettre de mettre en œuvre sa politique. Et donc, ce que dit François Hollande, c'est la logique même de ce mécanisme, c'est de dire avant les élections législatives, il y a la constitution d'une majorité présidentielle autour de l'homme qui est arrivé en tête au premier tour. C'est ça. Il en pense à quoi aussi vers François Bayrou? C'est une sorte de guerre entre les deux. François Bayrou l'avait égratigné la semaine dernière, cette fois c'est un petit peu... Il n'y a pas de guerre, il y a simplement le rappel d'une chose simple, c'est qu'au soir du premier tour, chacun sera appelé à se prononcer. Moi je dis, en termes de clarté et de transparence démocratique, il faut le faire avant le premier tour. François Bayrou, en joueur de poker, considère qu'il faut le faire après le premier tour. En clair, je vous dirai après le premier tour ce que je ferai. Moi, je pense que ça mérite au moins qu'à un moment, les Français sachent naturellement vers qui vous avez et vous vous-même. Et vous faites le pari que François Bayrou, lui, va tomber du côté de François Hollande? Moi, j'ai toujours pensé ça. Je pense ça pour deux raisons. La première, c'est que je sais quelle est l'estime qu'il porte à l'égard du président de la République. La deuxième chose, c'est... Dites avec ironie. C'est une chose simple, c'est que il y a 320 députés UMP, et donc il n'y a absolument aucune possibilité de pouvoir constituer un groupe parlementaire modem significatif, puisqu'il n'y a pas de circonscription disponible, et qu'en revanche, cette offre politique-là est possible dans le cadre d'une alternance avec le PS. Et puis, si François Bayrou finalement soutenait Nicolas Sarkozy à son tour, mauvaise nouvelle pour les centristes qui sont actuellement dans la majorité. Il serait un peu les harkis de l'affaire. Pour Hervé Morin qui veut reconstruire le centre. Oui, enfin, sauf que ce que vous oubliez, c'est que là aussi, il y aura eu une élection présidentielle avec un premier tour.
et que ça peut vous Alors pour arranger. ce premier tour, il y a donc la question bien sûr des scores. On parlait tout à l'heure de votre famille politique divisée. 17 parlementaires vous soutiennent sur un total de 39 pour l'instant, députés, sénateurs, parlementaires européens. Oui, 34, mais enfin bon, c'est pas grave. En gros la moitié. Et certains, par exemple le président de votre groupe, Yvan Lachaud, sous-entend quand même qu'il faudra, le moment venu, voir un peu où en sont les chiffres dans les sondages pour savoir s'il faut aller jusqu'au bout de l'opération. Donc partant de votre score aujourd'hui dans le sondage, quel objectif vous fixez? Vous, par exemple, Bayrou dit il faut que j'atteigne 2 chiffres en janvier. Vous dites quoi? Quel est votre objectif intermédiaire? Je dis que nous sommes dans une phase où les Français ne sont pas en train de s'interroger sur l'élection présidentielle. Ah, ça commence là. Enfin bon, écoutez, Guillaume Tabar. Vous-même, vous étiez candidat. C'est bien qu'on est un peu entré dans la campagne. C'est fin novembre. Vous savez très bien, et d'ailleurs vous le dites dès lors que vous sortez des studios en disant les sondages aujourd'hui n'ont aucun sens. Vous aurez observé que le même François Hollande, caracolant à 40% dans les sondages il y a 3 semaines, n'est plus qu'à 30, et vous aurez observé que vous avez dû faire aussi, j'imagine, quelques tribunes dans votre quotidien préféré, Monsieur Tabar, pour expliquer... Les Échos, donc. Oui, pour expliquer, il y a 1 an ou 1 an et demi, que François Hollande était carbonisé, que ce type n'avait plus aucun avenir en politique, et que lorsque ses amis socialistes l'appellent Flamby, on est tout près de la réalité. 1 an plus tard, il est devenu le candidat du PS. Donc, ayons un peu de recul sur tout ça. Alors, vous étiez hier l'invité de France Inter, et il y a eu une polémique, une passe d'armes entre le journaliste de France Inter et vous-même sur la vente d'un gros chevaux à l'émir de Dubaï. Alors, il y avait une question un peu qui peut sembler technique ou secondaire sur le nombre de fois où vous aviez rencontré ou non l'émir. Toujours est-il que toute la journée d'hier, sur Internet, sur Twitter, la polémique a enflé et évidemment tout le monde ne dit pas la même chose sur le nombre de fois où vous avez croisé cet émir. Alors, finalement, qu'est-ce qu'il en est exactement? Qui s'est trompé hier ou qui a menti hier? Monsieur Cohen m'explique qu'au mois de septembre, je rencontre d'ailleurs une rencontre officielle du ministre de la Défense, rencontrons l'émir de Dubaï. Il n'y a pas eu de cette rencontre. Par ailleurs, après, il m'explique que j'ai eu 6 rencontres avec cet homme. Je l'ai croisé, alors, honnêtement... Alors, hier, vous avez dit une fois... Non, mais attendez, quand vous êtes à 8h50 le matin, que vous n'avez absolument pas en tête que vous allez avoir cette question, vous n'avez pas précisément votre agenda à 3 ans ou à 4 ans. Donc j'ai essayé de reconstruire les choses depuis. Voilà, j'ai croisé cet homme, à ma connaissance, 3 fois. Jamais avant la vente de ce cheval. Jamais avant la vente de ce cheval. Je l'ai croisé une fois à un salon à Dubaï en 2009, où je lui ai serré la main. Je l'ai croisé une fois sur un champ de course, naturellement. Et je l'ai croisé une fois dans un déjeuner à l'Élysée que j'avais d'ailleurs totalement effacé tellement il avait été stratégique. Et donc tout ça, après la vente du cheval. Après la vente du cheval. Je veux dire, en plus de ça, c'est quand même fascinant. J'achète avec 2 amis, je suis propriétaire de 34% d'un poulain qui n'a pas vocation a priori à être le meilleur cheval d'Europe. Ce cheval, non mais je veux dire, par miracle gagne la plus grande course européenne. Si vous voulez aller dans le détail, qui s'appelle les Champions Stakes en octobre 2007. Et du coup, il vaut cher. Et du coup, il vaut très cher. En effet, il ne se passe rien. Et si vous voulez même le détail, il ne se passe rien. Il retourne chez mon entraîneur, Jean-Claude Rouget, à Pau. Et lors de cette course du mois d'octobre, comme ça vous aurez le détail, nous battons un cheval qui est 3e, qui s'appelle Dr Dino, d'au moins 3 longueurs. Et ce fameux Dr Dino, 2 mois plus tard, à Hong Kong, gagne la plus grande course d'Asie qui s'appelle la Hong Kong Cup. Et le lendemain matin, le manager... Alors, ça c'est pour la rubrique hippique, mais sur le fond de l'affaire. Non mais voilà, je vous raconte, comme ça au moins on a le détail. Allez-y. Le manager de l'écurie Godolphin, appartenant en effet à l'émir de Dubaï, appelle mon entraîneur, voilà, dit « Nous sommes intéressés par ce cheval » et se fait une proposition. Avec mes associés, nous en discutons. 4 jours plus tard, le cheval est parti. Voilà. Et l'écurie Godolphin, parce que tout ça n'est pas connu, c'est la plus grande écurie de chevaux de course du monde. Et chaque année, ils achètent des chevaux par centaines de millions d'euros à chaque fois qu'il y a un très bon cheval. Voilà, donc voilà, donc il n'y a aucun conflit d'intérêt dans la mesure où je n'avais jamais rencontré cet homme, je n'avais jamais discuté avec cet homme au moment de la vente du cheval, et que quand je l'ai rencontré après, ça s'est limité à des poignées de main. Voilà. Pas de polémique. Voilà. Bah non, mais enfin, bon, moi, tant mieux, je suis content. Voilà. Les explications vous sont données. Hervé Morin, merci. Michael Zanès, merci. On se retrouve sur les antennes de Public Sénat et de Radio Classique. Bonne journée.